J'étais en train de dire bienvenue à toutes et à tous, que vous assistiez au webinaire en live ou en replay. Vous avez eu raison de vous inscrire sur un sujet que je programme trop rarement dans mes conférences. Alors pourquoi je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a un engouement qui est toujours plus fort sur la visibilité organique, gratuite, entre guillemets, non payante, naturelle, que sur le payant, malheureusement. C'est une des raisons. L'autre raison, c'est que moi, j'ai besoin d'avoir des intervenants qui sont bons sur un sujet, et j'en ai pas toujours à l'instant T. Donc là, on a la chance d'avoir l'équipe de Geek Tonic qui est là, qui en plus est rapprochée géographiquement de la CCI. Ils vont se présenter après. Donc j'ai sauté sur l'occasion, ils ont un gros savoir-faire sur les ads. Et vu que c'est un sujet qui manquait un peu dans mes conférences et webinaires, j'aurais confié ce sujet. En même temps, qu'est-ce que je pourrais vous dire en complément? Alors au-delà de vous demander de couper vos micros, attendez, je vais le faire. Julien, micro. Julien. L'État Mendia, qui c'est l'État Mendia? C'est là l'État Mendia qui est là? Ouais, ce que je voulais vous dire, c'est que dans les nombreux webinaires, conférences ou formations que je fais sur le SEO, donc sur le référencement naturel, gratuit avec tous les guillemets qu'on peut imaginer, souvent je présente le SEO comme une méthode pour se rendre visible, une méthode essentielle, il faut commencer par là. Mais le SEO, il a une particularité, c'est on n'a aucune certitude. Le SEO, c'est l'incertitude. Et peut-être à tort, je ne sais pas, peut-être vous pourrez répondre tout de suite sur le sujet, mais je présente le SEA ou les autres moyens de se rendre visible, mais en payant, Google ou Meta, je les présente comme des dispositifs qui apportent de la certitude. Alors, je ne suis pas suffisamment expert en SEA, mais une chose est sûre, c'est que si je fais ce qu'il faut, budget et des campagnes montées suffisamment intelligemment, je vais avoir de la visibilité. Après, le retour sur investissement, c'est une autre problématique. Mais je vais avoir de la visibilité. Donc j'ai une espèce de quasi-certitude de me rendre visible. Rentable, c'est une autre histoire, mais visible, oui. Alors qu'en SEO, on n'a jamais cette certitude. Sauf si on est vraiment sur des sujets où on est les seuls à vouloir faire du SEO sur des mots-clés. Donc le SEA, plus généralement les ads, aujourd'hui on va traiter les ads dans Google et dans Meta, c'est un moyen de se rendre visible et en fin 2025 le business est très dur. Le SEO est en train de changer, mais globalement le business est dur, quoi. Et moi le conseil que je peux donner aux entreprises, c'est surtout, alors si vous êtes là, je pense que vous n'êtes pas sur un mode où vous allez baisser les bras, mais le business est dur, les clients sont durs, de plus en plus rares, les paniers moyens baissent. Donc, dans ces cas-là, il y a deux possibilités. Soit je baisse les bras, soit je mets les bouchées doubles pour avoir la capacité de le faire. Et j'espère que vous êtes avec nous cet après-midi, là, pour une petite heure, parce que vous avez envie de mettre les bouchées doubles. Et ce qu'on va voir pendant une petite heure, je pense que ça peut vous y aider. Dernier point, on fait un webinaire sur les ads aujourd'hui. Il sera complété par un atelier Labs en présentiel à la CCI, qui sera le 4 décembre, 5 décembre, ouais, par là. Le vendredi. Ouais. Le vendredi 4 ou 5 décembre, sur le format de nos labs, c'est-à-dire un audit d'entreprise réelle sur une problématique, en l'occurrence, ça sera les ads, et de façon publique. Donc c'est un bon moyen pour avoir une mise en pratique beaucoup plus concrète que ce qu'on verra aujourd'hui, qui sera très théorique et stratégique. Donc venez à cet atelier qui sera en présentiel, donc le vendredi 4 ou 5 décembre, à la CCI. Bon, j'ai trop parlé, 5 minutes, c'est trop. Je vais laisser la parole à Johan et Anthony, qui ont plein de choses à nous raconter. Johan, tu nous présentes Geek Tonic? Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on est en direct un petit écho. Il y a un micro. Pardon. Ouais. Donc oui, c'est vrai que alors, je
je t'ai invité à voir les locaux qu'on a aménagés à 300 mètres de la CCI, dans un bâtiment vert entre Point P et la boulangerie des Arènes. Et c'est vrai que ça a été l'occasion où tu m'as dit, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse plus de choses ensemble, notamment sur la partie acquisition ads, qui est donc du coup surtout voilà, aujourd'hui, il faut avoir un trafic sophistiqué, c'est-à-dire multicanal. Il faut être multi-touchpoint, c'est-à-dire toucher le client à plusieurs niveaux. Et donc aujourd'hui, en effet, c'est quelque chose qui est assez court terme, c'est-à-dire voilà, on-off. On dit aussi que c'est comme un robinet qu'on peut activer, désactiver. Et dernière parabole, parce que j'aime bien ça, vous l'avez compris, c'est aussi ce qu'on peut apparenter à un thermomètre. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le thermomètre pour moi de votre commercialisation digitale, de votre parcours client en ligne, de savoir si vous arrivez ou non à commercialiser. Parce que c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on a beaucoup de KPI, c'est-à-dire le chiffre clé qui nous est donné, on nourrit, on paye Google, mais du coup, en retour, on a beaucoup de capacité de mesurer si on arrive à avoir un bon coût d'acquisition, un bon retour sur investissement par rapport aux dépenses, le ROAS. Et voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on grandit, on jardine. Votre jardin à votre place, c'est un peu l'idée. Et c'est surtout, on grandit, on teste. Et si on arrive à voir qu'on arrive à bien convertir, ben là, on peut enfoncer les portes ouvertes. Et ce qu'on appelle scaler, donc c'est mettre à l'échelle avec de la visibilité, le robinet qu'on peut ouvrir plus grand. Donc c'est vrai que c'est vraiment l'idée de voir comment on arrive à convertir. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait avec les ads aujourd'hui, qui est vraiment intéressant à voir, ne serait-ce que pour savoir si tous les autres leviers, que ce soit son site internet, ses campagnes de mailing ou autres, performent au niveau de la conversion. Donc ça, c'est une approche qu'on vous aide, et surtout aujourd'hui, voir comment ça évolue. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on est en pleine révolution du search, de la recherche. On est avec l'IA qui arrive et les moteurs qui évoluent. Et donc l'idée, c'est de voir un peu comment les régies publicitaires en ligne, s'adaptent à tout ça. Et donc c'est un peu une revue là-dessus sur la partie ads aujourd'hui, que ce soit Meta ou Google pour parler d'eux, parce que c'est les principaux acteurs. Et si on laissait la parole à Anthony? Allez. Voilà, bonjour à tous et à tous également. Et bonjour aussi, futur bonjour à tous ceux qui nous verront en replay. Alors, ce que je vous propose, du coup, c'est de vous partager mon écran, où on va pouvoir faire défiler un petit peu la présentation. Ça va être beaucoup plus visuel et beaucoup plus parlant pour tout le monde. Et qu'est-ce que tu fais chez Geektonic et Anthony? Moi, je m'occupe de la partie ads. Mais ça tombe bien, Ça parce tombe que tu bien. dois nous faire une présentation sur le sujet. C'était le sujet. Bon, bah, ça va. Je ne suis pas trompé pour moi. Allez, on partage. Hop. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on y répondra après l'intervention d'Anthony. Donc, stratégie payante, les ads en 2025. Alors, l'évolution, donc le focus des clics vers l'expérience de qualité. Donc ça, c'est une petite comparative, parce que c'est vrai que cette année 2025 est marquée vraiment par un gros changement sur les ads, et notamment sur Google et sur Meta. C'est, comme vous l'avez pu le deviner, l'arrivée de l'IA et un changement notable de nos habitudes de consommer le web et de consommer nos recherches. Donc avant, c'est vrai qu'on avait plutôt un focus quantitatif et de volume par rapport à des clics, par rapport à des taux d'impression, des visites sur le site. Et maintenant, on passe vraiment dans une autre dimension avec un focus sur vraiment une expérience utilisateur, de la qualité, et tout, vraiment le parcours utilisateur va être exploré et va être analysé par Google, mais par l'IA et toutes les IA, on va dire, confondues. Donc ça, c'est vraiment important. L'accélération donc dans Google Ads. Là, une petite timeline sur 2024. Donc depuis 2024, l'arrivée de Performance Max, donc cette première campagne a intégré une IA pour la gestion des campagnes.
2025, publication d'articles confirmant la maturité. Donc ça, c'était sur les grosses conférences que fait Google une fois par an pour définir les objectifs et la marche à suivre sur les prochains mois, voire sur les prochaines années. Donc là, confirmation, maturité de l'IA, smart bidding, performance max, génération créative. Donc ça marque la fin de l'expérimentation. Donc tout ce qui était formule bêta, voilà, on passe sur vraiment quelque chose qui est acté, qui se déploie. 2025, donc au mois de mai, plus précisément, déploiement de IA Max. Donc IA Max, c'est pareil, c'est un autre paramètre qu'on intègre progressivement, donc pour l'instant en bêta, sur toutes nos campagnes search, donc principalement le moteur de recherche Google. Donc, elle va accompagner nos campagnes historiques dans l'évolution de l'intelligence artificielle. Et enfin, septembre 2025, donc lancement des AI Overview. Donc, en France, pas tout à fait encore, mais c'est en train de se déployer donc, partout en Europe. En France, il y a encore quelques barrières à passer, mais ça devrait être dans les prochains mois, on devrait être opérationnel là-dessus. Et on devrait pouvoir enfin tester sur ces AI Overview sur le moteur de recherche Google. Hop. Ensuite, nouvelle approche. Donc, comment on va pouvoir utiliser l'IA dans cette transition et dans un objectif de performance. Donc, on va pouvoir mettre en place donc une transition. Donc, on va structurer de l'information maintenant plus pour le client, mais pour la machine, donc pour l'IA. L'idée, ça va être vraiment d'apporter un maximum de données, un maximum d'optimisation à l'IA, que l'IA puisse retranscrire à l'utilisateur sous les meilleures performances possibles, en fait. Donc, dans le détail, il va falloir donc optimiser un maximum le flux de données donc pour plaire à l'IA et structurer parfaitement l'information pour la machine. Optimiser les flux de données, un exemple, des flux produits. Donc pour tout ce qui est campagne d'e-commerce, on a des flux produits qui sont intégrés via des applications comme Merchant Center. Donc c'est des flux produits qui sont dynamiques, qu'on connecte à nos campagnes, qui se mettent à jour automatiquement, mais il y a derrière une part qui reste assez manuelle. Et là où il faut avoir une qualité irréprochable, c'est tout sur ces optimisations que l'on peut faire sur ce flux produit. Petite précision, là, le flux produit, c'est si vous faites de l'e-commerce. Oui, c'est ça. Si vous êtes en B2B, que vous avez juste de la presta ou autre, vous pourrez pas, enfin, vous n'avez pas de flux produit. Voilà, c'est d'autres flux, autres que produits. Donc, ça peut être des flux clients, ça peut être des flux d'audience, ça peut être des flux CRM de données, etc. Il y a vraiment une multitude de flux que l'on peut connecter à nos campagnes. Là, c'est vraiment pour l'exemple parce que c'est le plus parlant et c'est celui qui a le rendu le visuel le plus notable, notamment. Donc, les attributs ultra détaillés pour chaque description, plus on va être exhaustif dans la description, plus on va être précis entre l'annonce, le visuel et la page de destination, plus les signaux Google seront satisfaits et les critères seront acceptés et seront de meilleure qualité. Bien évidemment, les images aussi, l'IA va analyser tout ce qui est visuel. Donc, on est sur vraiment de l'image ou de la vidéo, sur de la haute définition, sur du 4K, sur tout ce qui est maintenant possible et disponible. Structure de campagne. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans la stratégie à proprement parler. De grandes méthodes ou de grandes tendances voient le jour. Donc elles sont radicalement opposées et elles sont adaptées aux clients. C'est pour ça qu'il y a vraiment il y a un fossé, mais il y a vraiment deux grandes tensions. C'est qu'il faut savoir choisir aussi par rapport à son activité, par rapport à ses objectifs, quelle stratégie mettre en place. Donc, la première stratégie, c'est la consolidation. Donc, avec, entre guillemets, un minimum de campagnes, mais ultra optimisées, ultra puissantes, sur lesquelles on va attribuer un maximum de budget parce que c'est ça qui convertissent le plus, c'est ça qui apporte le plus de retour sur investissement, de ROAS. Et de l'autre côté, l'hypersegmentation. Donc là, c'est totalement différent. C'est l'inverse. On va multiplier, si vous voulez, le nombre de campagnes
parce qu'on va y intégrer des messages, une multitude de messages différents, une multitude de cibles géographiques et une multitude de ciblages clientèle. Donc l'hypersegmentation, c'est plus compliqué et plus coûteux en temps? C'est pas plus compliqué, c'est plus long effectivement à mettre en place parce qu'effectivement, il y a du paramétrage, du setup qui vient en supplément. Mais il y a également derrière cette ultra-segmentation la possibilité d'une analyse plus fine des données qu'on n'aura pas forcément sur de la consolidation, pardon, parce que les campagnes sont plus générales et moins segmentées. Donc en hypersegmentation, on optimise mieux son budget? On l'optimise, on maîtrise plus le message que l'on passe. C'est vraiment deux manières différentes de gérer les campagnes. Au niveau des coûts, on peut utiliser les mêmes coûts. Il n'y a pas une qui coûtera plus cher que l'autre, mais il y a suivant l'objectif et suivant l'activité et le résultat que l'on veut obtenir, c'est une stratégie à prendre, c'est une stratégie à choisir avant le lancement. Et en termes de conversion derrière, parce que ce qui se passe derrière le clic, c'est fondamental. On peut penser qu'il y a plus de conversion quand on fait l'hypersegmentation? Alors, pas forcément, parce que lorsque l'on va utiliser la consolidation, pardon, je ne vais pas y arriver avec ce mot, l'IA va prendre une part qui est beaucoup plus importante que dans l'ultra-segmentation. Okay. Donc, l'IA va pouvoir aussi prendre part au choix de la page de destination. Okay. Voilà. Et ce qu'on conseille aussi, c'est, par exemple, quand on monte un projet et qu'on avance, au fur et à mesure, au début, on va être sur la segmentation parce qu'on a de la granularité, parce qu'on va nourrir et on n'a pas non plus les signaux pour laisser en autonomie complète les campagnes. Mais au fur et à mesure, si on voit qu'il y a des groupes, soit des campagnes qui fonctionnent, soit aussi des signaux qu'on a qui sont vraiment qualitatifs, où on sait dire à l'IA, ça c'est un message, ça c'est une conversion et tu peux aller à fond dans la brèche. Voilà, c'est aussi, nous on fait souvent la segmentation et après on va sur la consolidation et on va notamment avec les IA, mais dans un deuxième temps parce qu'au début, il dit vas-y, mets-toi où tu veux alors qu'il ne sait pas ce qu'est une conversion, qu'il ne sait pas. Il faut, au fur et à mesure que les algorithmes sont entraînés, on va pouvoir après plutôt aller sur la deuxième méthode. Quand on lance des campagnes pour la première fois, il y a une espèce de mise de fonds pour voir, non? Oui, c'est ça, c'est la base. Donc il y a une stratégie qui est mise en place. Ensuite, il y a tout un process d'alimentation et de création pour optimiser le compte le plus rapidement possible et avoir des résultats le plus rapidement possible. Et moi je le vois, c'est souvent un problème dans les entreprises qui veulent essayer de faire des ads. Elles essayent, elles ne sont pas sûres, donc elles vont mettre un petit budget. Et ce petit budget, il ne permet pas de vous générer des signaux suffisants. C'est ça. Et donc on arrive à la conclusion avec un petit budget que ça ne le fait pas. En fait, c'était peut-être qu'on n'a pas mis le paquet qu'il faut tout de suite. Moi, c'est un truc que je ressens dans pas mal de boîtes. Ouais, c'est vraiment l'idée principale, c'est ça. Si on veut lancer un compte, il faut vraiment se donner les moyens de générer des données pour que l'algorithme puisse avoir une base concrète de ce qu'on veut aller chercher comme résultat. Si on n'a pas une base concrète et avec suffisamment de volume de données, forcément, on n'aura pas de chemin pour tracer, ce sera trop vague, trop dilué, et on va diluer dans un même temps le budget, et on n'aura pas le retour escompté. Dans la consolidation, donc la tendance dominante, donc ça va être l'idée de concentrer les budgets pour donner, je le disais, plus de données au même endroit, nourrir l'IA. Plus on va donner de données, plus l'IA va être performant derrière. C'est comme quand on crée un prompt pour un chat GPT, par exemple, plus on va lui être précis, et mieux la réponse sera. Là, on va partir de ce principe-là. Quand la segmentation reste pertinente, donc quelques exemples, pour tout ce qui est campagne de marque vs hors marque, donc ça nous donne, comme je le disais tout à l'heure, des KPI, des objectifs qui sont beaucoup plus visibles, et donc ça nous permet de voir vraiment l'impact de notre marque sur les campagnes. Est-ce qu'on a de la cannibalisation, sur nos noms de marque ou pas. Ça, c'est important parce que la concurrence, elle va pouvoir se positionner là-dessus et vous allez perdre potentiellement la visibilité et du business à cause d'annonceurs qui utilisent votre nom de domaine ou votre nom de marque. Les zones géographiques, donc pareil, uniquement la stratégie business qui existe, donc budget différent, marché mature, vs nouveau marché.
Donc ça va être principalement votre zone d'action. Pareil, c'est suivant les critères et les objectifs de l'entreprise. On a des entreprises qui sont plutôt nationales, internationales, mais d'entreprises aussi locales. Donc l'idée, c'est de concentrer le budget sur une zone précise et de voir l'impact que nos campagnes ont sur cette zone-là. Le type de campagne, donc pas mélanger le search, le display, le vidéo, mécanisme et objectifs propres à chacun. Donc ça, c'est pour la segmentation. Et les gammes distinctes, pareil, pour tout ce qui est e-commerce, produits, services, à bien différencier. Voilà, on ne va pas créer une même campagne pour un type de produit vs un service. Donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Message précis par audience et support. Donc, stratégie 2026 repose sur une segmentation intelligente des messages. Donc là, on va plutôt s'orienter sur la partie annonce, donc rédactionnelle. Donc, il faut que le message soit adapté à votre cible de campagne, à votre cible géographique, à votre ciblage client, etc. et à vos produits. L'idée, c'est vraiment lorsque l'on retrouve une promesse dans une annonce, il faut également que l'on retrouve sur la page de destination cette promesse. C'est comme ça qu'on va être bien placé, entre guillemets, au niveau des signaux de Google. Et à l'inverse, l'algorithme vous pénalise si jamais il détecte une promesse sur une annonce qu'il ne vous retrouve pas sur votre page de destination. Performance Max, donc quelques idées, quelques vues sur cette campagne-là, donc les supports que l'on peut avoir. Donc Discover, c'est sur les smartphones, donc le petit fil d'actualité que vous avez juste en dessous le moteur de recherche Google. Le display bandeau publicitaire sur des millions de sites partenaires Google, exemple Le Bon Coin, Zalando, tout ça, voilà, des petites bannières qui rappellent, donc qui peuvent être programmées en remarketing, retargeting, c'est vos publicités. Le shopping, e-commerce, donc également disponible sous Performance Max avec connexion flux produit. Le search classique, le YouTube, donc deux formats possibles, sur les résultats de recherche et en preview de votre vidéo. Et enfin, sur les boîtes Gmail. Et on va oublier Maps et Overview. Maps et Overview, tout à fait. Alors, Overview, on va le voir après, mais Maps, effectivement, pour tout ce qui est... vous avez aussi, lorsque vous consultez votre carte Google Maps, avec une connexion de votre fiche Google My Business à vos campagnes Ads, vous pouvez apparaître sur votre support, voilà, qui est vraiment intéressant pour certains objectifs d'entreprise, c'est vraiment intéressant. Tout à fait. Petit funnel de conversion pour rappel. Hein. Donc, le conversion bas de tunnel, on a la maturité du client. Le client vient chercher une solution, il connaît son produit, il veut acheter. Donc, principalement les search et campagnes shopping, performance max. Pour Meta, ce sera pareil, campagne de conversion, pixel et remarketing. Deuxième segment, on est sur de l'intention. Donc, il y a un besoin, il y a une envie qui est là. Il y a du comparatif, il y a de la recherche. Donc là, plutôt campagne performance max, search également, shopping et du retargeting. Donc, les personnes qui ont pas finalisé, par exemple, une vente, on va venir, on y ajoute du coup nos segments d'audience à nos campagnes pour les finaliser. Pour Meta, ce sera sensiblement pareil, les audiences cibles et les leads chauds. Considération, donc là on est un petit peu plus haut dans le tunnel, hein, donc on utilisera toujours les campagnes Performance Max, Discover, donc sur les portables, on l'a vu tout à l'heure, les audiences similaires aussi, donc ça peut être des audiences similaires à votre liste de clients, donc on aura injecté également avec connexion avec vos campagnes. Tu nous expliques ça, les audiences similaires? Parce que c'est quand même une tuerie, quoi. Les audiences, alors les audiences similaires, c'est-à-dire... C'est un photocopieur de client, non? C'est comme ça que je le présente, quoi. Oui. C'est ça, c'est une bonne image. C'est vraiment, on va venir, Google ou Meta principalement vont venir analyser en fait vos clients, votre audience CRM, et va aller chercher des signaux similaires à vos clients. Voilà. Et va nous créer justement une liste, une audience voilà, similaire. Tout est dans le bout. Il y a aussi les URL, bien sûr, concurrents. Ouais, alors ces URL concurrents, on peut aussi créer des audiences sur des personnes, en ciblant des personnes qui auront été consultées des sites en particulier. Donc ça peut être de la concurrence, ça peut être des partenaires, ça peut être des sites référents, ça peut être vraiment plein de choses. Il y a vraiment beaucoup de possibilités sur toutes les créations d'audience. On ne va pas trop rentrer dans le détail parce que je pense que l'heure va passer extrêmement vite.
mais les possibilités sont vraiment... Et enfin, vraiment le haut du funnel, où là, on va venir travailler plutôt la notoriété. On va utiliser vraiment des supports qui sont beaucoup plus visuels, où on va avoir la possibilité également de mettre des vidéos, de mettre beaucoup de visuels, des carousels. Et là, on va travailler un message qui est beaucoup plus large, notamment sur YouTube, sur Display Discover, sur Gmail également, et sur Meta, donc la notoriété et les campagnes de trafic. Ok, donc je t'interromps un peu là. Je suis patron de PME. Je vois ce funnel, je comprends qu'il y a différentes étapes qui correspondent à différents canaux. C'est au choix, il faut tous les faire. Ces différentes campagnes, c'est pareil. C'est à déterminer. C'est des objectifs à déterminer au préalable. Et il faut que ce soit cohérent avec le budget que l'on peut engager sur nos campagnes. Ok, donc si j'ai un budget limité, je vais plutôt faire de la conversion, c'est ça? Si on a un budget limité, on va sécuriser déjà le retour sur investissement et éventuellement aller chercher les premières intentions. Plus on va être haut dans le funnel, plus ça va demander d'investissement pour aller chercher l'audience et aller chercher de la clientèle beaucoup plus loin. On va susciter, entre guillemets, créer le besoin et créer le désir. Donc ça, c'est beaucoup plus cher. Donc si je veux optimiser, c'est plutôt la conversion. Mais je ne vais pas pouvoir toucher tout le monde. C'est ça. C'est ça, c'est beaucoup plus restreint. La guerre, elle est beaucoup plus importante sur ce bas de tunnel, parce que forcément, il y a beaucoup plus d'annonceurs. En général, les campagnes coûtent plus cher également, le coût par clic coûte plus cher. Voilà, il y a plus de concurrence. Plus on va être bas dans le tunnel, plus il va y avoir de concurrence. Plus on va être haut, et moins il y aura de concurrence. Ce qu'on peut dire souvent, c'est les grosses boîtes qui sont plutôt sur le haut du tunnel. Et les petites boîtes qui sont plus héroïstes parce qu'elles n'ont pas les moyens des grosses, elles vont plutôt se cantonner sur de la conversion. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, les grosses boîtes, ils vont travailler toutes les strates. Hein. Oui. Ils vont entre guillemets, ils vont pas se gêner pour aller attaquer à tous les niveaux. Si on est une petite boîte, il y a vraiment, on peut aussi travailler la notoriété. On peut travailler la notoriété, on peut travailler de la conversion, on peut travailler tous les niveaux. Voilà. Après, on met à l'échelle. On peut mettre à l'échelle les campagnes, on peut mettre à l'échelle la stratégie. C'est possible de mettre stratégie. À bas budget, on peut travailler quand même correctement. Et dernière question à la con, je te l'avais déjà posée hier. Pourquoi tu mets la conversion à gauche alors que la plupart du temps, on va le mettre plutôt à droite ou en bas? Il n'y a pas de raison? Il n'y a pas, non, pas forcément de raison. Voilà. C'est un anglais. C'est un anglais, c'est ça, il est à droite. Est-ce qu'il y a une raison psychologique à commencer par la conversion? Et parce que souvent, on commence plutôt par le haut du tunnel quand on explique un tunnel. Et là, tu l'as fait à l'inverse. Hein. Tu parles-en avec ton psy, je pense. C'est vrai. Il y a peut-être un truc à fouiller là. Quelque chose à faire là. Ouais. Moi, je l'ai elle est verticale. Bon, pardon de t'avoir emmerdé avec ce sonnerie. Donc là, on l'a un petit peu évoqué, hein, les approches progressives tout à l'heure. Comment mettre en place sa stratégie. Donc, en commençant par la base, on pense scaler les campagnes qui fonctionnent bien en les poussant au maximum de leur potentiel, en augmentant la visibilité et la rentabilité. Ensuite, troisième étape, ajouter des couches. Hein. Donc, c'est les couches, c'est les segments du funnel de vente, hein, en ajoutant des campagnes à diffusion beaucoup plus large, configurées bien évidemment avec des audiences précises, hein, des audiences qui sont travaillées au préalable. Et enfin, l'étape 4, c'est travailler tout le haut de l'entonnoir pour faire venir un maximum de personnes découvrir votre marque, découvrir vos produits ou vos services. Coût d'acquisition, la réalité nuancée. Donc ça, c'est un constat 2025. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2022? Pour donner une idée, c'est 45% par clic. C'est la hausse qu'il y a eu depuis 2022. Donc, c'est des coûts d'acquisition qui ont augmenté dû au nombre croissant également d'annonceurs sur les ads. Donc, les plateformes publicitaires se multiplient aussi ces dernières années. Donc, plus d'annonceurs, ça coûte plus cher, mais on a aussi la possibilité d'aller sur d'autres supports, sur d'autres plateformes.
Donc la concurrence s'intensifie, les enchères montent. La nuance, c'est que, effectivement, ça coûte plus cher, mais on peut quand même travailler correctement les audiences, les ciblages, les créations, et on peut maintenir des coûts. C'est surtout ça qui est important, c'est qu'on peut, on peut maîtriser ces coûts en travaillant et en optimisant les campagnes déjà en place et en s'adaptant à l'actualité, tout simplement, et en s'adaptant aussi aux nouveaux produits, aux nouveaux paramètres, aux nouveaux supports et à l'IA, bien évidemment. L'expertise, c'est l'expertise en construction d'audience, en optimisation de flux et en tracking, fait toute la différence entre subir les coûts et contourner intelligemment cette hausse qui peut peser sur des budgets. Donc là, si on va voir un petit peu du coup, il y a juste une petite précision sur cette réalité, c'est que sur l'expertise compte, donc le tracking fait la différence, on le verra tout à l'heure, mais c'est une part qui est très importante sur un compte et c'est un des critères de performance que Google va utiliser. Donc c'est directement lié également à votre budget à vos budgets campagne. Donc le search, donc élargir le terrain. Donc c'est vrai qu'on avait plutôt tendance à travailler beaucoup ces campagnes-là historiquement, hein, que ce soit dans les différentes stratégies, que ce soit sur du shopping, sur du B2B, B2C. On travaillait beaucoup ces campagnes-là parce qu'elles sont très tunnel, donc forcément c'est là où on a les retours sur investissement les plus importants. Donc, on voit tout de suite les résultats, mais à contrepartie, comme je disais, il y a la multitude des canaux et des supports fait que la concurrence s'est concentrée sur ce bas et n'a pas encore été exploité tout le potentiel qu'il y avait sur le haut du tunnel. Donc l'idée maintenant, c'est qu'une fois qu'on a blindé entre guillemets ces campagnes de search, on va pouvoir élargir le spectre de diffusion. Il ne crée pas de nouvelles demandes. Exemple, on a une maison spécialisée dans le jambon, dans les participants. Là. Je vends du jambon de Bayonne. C'est pas avec une campagne search que je vais donner envie aux gens d'acheter du jambon de Bayonne. Par contre, c'est peut-être avec des campagnes qui seraient plus sur YouTube, qui jouent sur la notoriété du jambon de Bayonne, que je pourrais donner envie à des gens qui calculent absolument pas le jambon de Bayonne de s'y intéresser, pourquoi pas un jour d'en acheter. Voilà, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, on a vraiment ce bas tunnel où la personne est convaincue que le jambon de Bayonne, il est extra, il faut absolument qu'il goûte. Il va chercher un endroit où l'acheter. Et en contrepartie, on a toutes les personnes qui en ont entendu parler, mais qui ne sont pas sûres. Et dans ce cas-là, effectivement, le fait d'utiliser les campagnes Performance Max, où on peut mettre en avant des photos, des vidéos, c'est là où on va pouvoir montrer peut-être le savoir-faire, montrer la fabrication, sans trop détailler. Ça reste très local, je vais garder notre petit secret. Mais oui, en fait, on va susciter l'envie d'aller acheter un jambon en mettant en avant du coup toutes ces spécificités et tout l'attrait que va avoir ce produit et sur des campagnes spécifiques avec des ciblages spécifiques aussi, des supports spécifiques. L'IA dans la création de contenu. Donc l'IA, elle est arrivée, elle est là. Donc les avantages, simplement, on va avoir un assistant sur la création de nos campagnes. Donc c'est un assistant, c'est pas un remplaçant. Les avantages, c'est qu'on va pouvoir avoir une génération plus rapide des textes et des créatifs visuels, parce qu'on a depuis quelques mois, par exemple sur le support Google Ads, la possibilité de générer des photos, des vidéos directement sur notre application. Ça s'appelle Asset Studio. Donc c'est encore une formule bêta, mais qui devrait pérenniser dans le temps, que ça est vraiment orienté IA. C'est une aide précieuse également pour trouver des idées, pour savoir un peu où se situer. L'automatisation des tâches répétitives, rôle de l'assistant, et création de multiples déclinaisons d'annonces. Donc ça, c'est principalement pour l'A/B test. L'A/B test, pareil, un des fondamentaux en termes de gestion de campagne ads. Les limites actuelles, donc résultats parfois factuels incorrects, toujours avoir un œil sur ce que va nous générer Google, aussi bien en image qu'en texte. Donc en image, il peut y avoir des aberrations de visu, une personne avec 6-7 doigts au lieu de 5, ou d'autres aberrations. Des contenus génériques hors sujet. L'IA n'a pas
simplement pas compris notre requête. Et un manque de nuances contextuelles. Donc ça, c'est principalement voilà, par rapport aux caractéristiques de service, de produit. Peut-être que voilà, on parle d'un produit alors qu'on en a un autre sous les yeux. Ça peut arriver. Performance Max, donc on en a beaucoup parlé. L'excellence multicanal, donc c'est la campagne qui est positionnée comme la solution d'excellence, en tout cas depuis son lancement. Donc c'est pour aller chercher des conversions sur tout l'inventaire de Google. On en a parlé un petit tout à l'heure des différents canaux. Donc le display, Discover, Gmail, YouTube, Shopping, et en même temps un complément du search. Donc elle vient aussi suppléer entre guillemets nos campagnes search classiques lorsque celles-ci n'auraient plus de budget suffisant. Donc c'est une machine conçue pour la performance. Donc Google donne progressivement plus de transparence parce que Google a plutôt une habitude de tout cacher en termes de répartition budgétaire sur les canaux, de mots-clés utilisés, notamment lorsqu'elle est présente sur le search. Il y a vraiment une boîte noire, entre guillemets, et des données auxquelles on n'avait pas accès. Là, c'est en train de s'ouvrir un petit peu plus. Donc, on va pouvoir un petit peu reprendre la main sur certains leviers qu'on n'avait pas. Et comme je le disais tout à l'heure, et qu'on en a parlé effectivement pour l'exemple du jambon, hein, Performance Max, pardon, on pourrait créer on crée le besoin et l'intention d'un produit. IA Max, donc la révolution search de Google. Donc ça, c'est paramètres supplémentaires, donc qui vient principalement sur des campagnes search classiques et qui va apporter du coup sa touche d'IA sur des campagnes historiques. Donc tout simplement, on va avoir quelques nouveautés. Du coup, on en a parlé brièvement tout à l'heure. Donc l'AI Overview, donc c'est un emplacement supplémentaire qui est dédié à Google Search où l'intelligence artificielle va répondre à la recherche de l'internaute. Et l'idée, d'IA Max, c'est d'analyser ce comportement sur cet emplacement, en fait, sur cette conversation que l'internaute peut avoir avec ce moteur de recherche, et du coup d'emmagasiner des données pour pouvoir être performant sur 100 mots-clés. Voilà, le ciblage, c'est le premier onglet, hein, ciblage au-delà des mots-clés grâce au contenu des landing pages, des signaux utilisateurs. L'IA va comprendre l'intention de l'utilisateur dans sa recherche sans prendre en compte une liste de mots-clés. Donc là, il y a vraiment une analyse complète qui va se faire pour répondre le plus clairement possible à l'utilisateur. Donc ça, c'est vraiment pour la partie analyse et récupération de données. La création automatique, donc annonce dynamique qui s'adapte aux requêtes spécifiques des utilisateurs, l'IA va pouvoir en fait mettre en place ce que lui estime le plus pertinent et ce qui va répondre au mieux à la conversation de recherche qu'il aura eue avec l'utilisateur. Et enfin, l'optimisation URL de destination, qui va choisir également quelle page de votre site va être la plus pertinente à la recherche que l'utilisateur va faire. Donc, AI Overview, on en a parlé, hein, menace ou opportunité. Donc, la grande interrogation, c'est donc du coup que Google soulève une question. Ces blogs vont clairement pousser les annonces payantes plus basses sur la page. Donc, il va prendre vraiment une place juste en dessous de la barre de recherche. Donc, forcément, va baisser les résultats sponsors, va baisser également le SEO. Donc, on n'est pas encore le fond, la forme. On a aussi sûrement courant 2026, donc peut-être avril-mai, on n'a pas encore forcément les dates précises, mais il va y avoir un emplacement qui va être dédié aux sponsors sur cette réponse de l'AI. Ouais. Donc, ça, on a l'impression que Google, avec Performance Max et AliMax, ils avaient anticipé, parce que c'est vrai que c'est avant l'IA presque qu'ils avaient anticipé pour qu'on ait des signaux. Et maintenant qu'il a les signaux, qu'est-ce qui est une conversion, on va pouvoir, dès que le support et la mutation du search va être adapté, donc du coup maintenant à l'IA, on a l'impression qu'on a juste à demander de trouver des canaux et de la distribution et de la visibilité répétés sur ces nouveaux emplacements sur lesquels c'est quand même des pros de l'emplacement publicitaire bien calé, bien UX pour pas que ce soit trop indigeste. Google, vraiment, Bing a essayé de le faire, mais c'était trop, si on est trop loin, c'était pas bien intégré.
Là, aujourd'hui, avec comment ça fait 2-3 ans de Performance Max, on le nourrit de signaux intéressants et d'éléments de conversion. Ben là, c'est vrai que ça va être une belle opportunité. Dès que le signal Overview et le ad sur Overview sera accessible, ben on va pouvoir mettre à l'échelle sur ce canal-là. Ouais, tout à fait. Du coup, voilà, le travail donc, à mettre en place qui va faire la différence. Hein, donc, en gros, la méthodologie et surtout les grands clés qu'il ne faut surtout pas oublier. Donc, tolérance zéro, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure aussi, pour un mauvais suivi. Les données, le suivi, la mesure, donc tout ce qui est tracking, vos objectifs, les conversions que l'on peut mettre en place, donc le suivi d'un appel, le suivi d'un envoi de formulaire, les abandons paniers, le chiffre d'affaires généré tout simplement par vos campagnes, c'est fondamental. C'est un suivi qui ne doit pas être négligé, parce que si vous négligez ce suivi, en fait, Google ou Meta ou tout simplement l'intelligence artificielle qui vous assiste dans la diffusion vont naviguer à l'aveugle. Ils ne vont pas avoir de but précis et d'objectifs précis à mettre. Donc, c'est de l'argent qui est perdu, qui est dilué, alors que vous devriez avoir des résultats qui soient bien meilleurs en ayant un tracking de qualité. Et même pour les analyses, pour vos reporting, c'est important aussi de pouvoir mesurer l'impact de vos annonces sur tous les canaux. Donc, les algorithmes prennent de plus en plus de décisions basées sur les données. Donc, si on a un pilotage plutôt de consolidation, les algorithmes vont prendre une part qui est plus importante et donc ils vont se baser sur le tracking qui est mis en place. Donc, négliger le tracking, c'est négliger en fait la performance de l'algorithme derrière, la performance de l'IA qu'on aura déployée. Les données erronées, donc ça c'est pareil, hein, le suivi doit être très régulier. Il ne faut pas qu'on ait de conversions qui remontent, qui ne devraient pas remonter, des conversions en observation basculées en conversion principale. Tout ça, c'est des petits détails qu'il ne faut pas négliger parce que des données inexactes amènent l'IA sur une mauvaise direction. Voilà. Il va diluer, du coup, votre budget va être gaspillé, elle dépensera des clics où il n'y a pas forcément une audience qualifiée derrière. Et il n'y aura pas réellement de conversion et de retour sur investissement pour les campagnes. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant, mais toute cette méthodologie, je pense qu'en effet, on parlera plus technique et concrètement sur la partie des Ads Lab, quand on fera les audits, mais en fait, il y a tout un processus où vraiment on va se poser des questions sur votre produit, les marges qu'il a, le panier moyen, et du coup, le coût d'acquisition qu'on peut se permettre en fonction le coût d'acquisition sur une année, ce que ça va représenter par rapport à la vente et à la marge qu'on en dégage, mais aussi sur la LTV, hein, c'est-à-dire qu'on réfléchit à chaque fois au parcours client, dans sa durée de vie, combien il va pouvoir apporter en chiffre d'affaires, combien nous, on a un seul plancher, hein, on a la règle des 3 fois, la règle d'or, c'est il faut que ce soit au moins le coût d'acquisition divisé par 3 par rapport à votre prix de vente. Mais ça, on l'adapte à chaque fois. Il y a tout un processus au départ. On réfléchit à quel est votre produit, quelles sont vos marges, comment on peut aller chercher de l'acquisition qui soit rentable pour vous sur une année, mais aussi sur le long terme. Et après, on va donner ces signaux-là en fonction d'un plan de marquage pour que les IA puissent avoir une analyse de retour sur investissement qu'ils doivent aller chercher pour vos conversions. L'import des données, CRM crucial. Donc, toutes les données, on en a également parlé tout à l'heure, toutes les informations, toutes les données que vous pouvez apporter à vos campagnes seront bénéfiques et surtout seront utilisées dans la diffusion de vos annonces. Du coup, vous économisez du budget, vous économisez en temps. Il faut que tout ça se soit connecté à vos campagnes. Donc, ça peut être votre liste client, ça peut être votre liste d'abandon, ça peut être les personnes ça peut être votre audience GA4, ça peut être votre audience tout simplement de sponsoriser, ça peut être une audience Google Ads, une audience Bing Ads, ça peut être n'importe quelle audience. Il faut tout connecter et donner apporter un maximum de visibilité à l'IA pour qu'elle puisse après marcher sur la bonne voie. Page de destination, donc on l'a vu,
tout au début de la présentation. Maintenant, on est vraiment sur des thématiques plus expérience utilisateur. On est sur d'autres signaux qualité pour Google. Et ça passe par l'optimisation de la page de destination. Pertinence et cohérence dans le message. On a un message, on a une promesse sur une annonce. On doit retrouver cette promesse sur la page de destination. Ensuite, la clarté du message. Message clair, manière concise, mettant en évidence l'appel à l'action. L'utilisateur doit savoir immédiatement de quoi on parle et sur quoi il clique. Et il doit retrouver ce message également sur votre page de destination. La vitesse de chargement est aussi un critère de Google. Plus un site va être optimisé sur après, donc plus un site va être optimisé tout simplement en vitesse de chargement, tout ce qui est responsive également, meilleur signal vous allez envoyer à l'algorithme de Google ou de Meta, voilà, peu importe le support. Fiabilité et preuve sociale, renforcer la confiance avec des design professionnels, des témoignages des logos partenaires, certification et sécurité. Et bien évidemment, on parle aussi de l'expérience utilisateur du X. Assurez-vous d'une navigation intuitive. Ça se traduit par un taux de rebond qui doit être maîtrisé. Ça se traduit aussi par un temps passé sur chaque page. Ça se traduit par de l'interaction que peut avoir un utilisateur avec votre site Internet. Donc, c'est du scroll, des clics, voilà, toutes les actions qu'il peut avoir sur votre site sera analysé et sera pris en compte aussi pour vos campagnes ads. L'impact de l'optimisation de l'expérience post-clip sur le coût. Donc, le coût, on a vu tout à l'heure, qui est depuis 2022, il est en forte hausse. Et je disais tout à l'heure qu'on peut le maîtriser. Et ça passe évidemment par l'expérience post-click, ce qu'on vient d'énumérer, la landing page optimisée vs une landing page standard. On va gagner quelques centimes de coût par clic et donc du coup on va gagner quelques euros en chiffre d'affaires également. KPI essentiel, donc se concentrer sur l'objectif final. Donc ça, c'est vraiment le but de vos campagnes. Donc c'est ce que vous avez à garder en tête. Au-delà de l'analyse du nombre de clics, du nombre d'impressions, du CTR, du ratio entre les clics et les impressions, votre objectif final, ça doit être toujours votre rendement, votre business, votre chiffre d'affaires généré par vos campagnes, le coût par lead que vous avez réussi à maîtriser. Et comme disait Johan tout à l'heure, ne pas oublier de prendre en compte la lifetime value d'un nouveau client. Donc, une personne que vous avez été chercher avec un coût par acquisition à 10 euros, il vous a fait une commande à 100 euros, je parle pour du e-commerce. Une deuxième commande, hop, lifetime value x2. Donc, du coup, votre coût par acquisition, voilà, bien réfléchir sur ces bases-là. C'est vraiment, c'est là où vous allez être le plus performant par la suite. Et donc 100%, ça doit être 100% aligné sur votre business. Donc votre stratégie doit correspondre à 100% à vos objectifs, à votre business et à vos clients. L'optimisation continue. Donc une fois qu'on a notre compte, le compte Google ou autre Meta Ad, c'est pas un compte que l'on construit et ensuite qu'on va laisser tourner. C'est un compte qui demande de l'attention. Il faut l'entretenir. Petit comparatif avec le jardinage. C'est pas une fois qu'on a planté, petite pousse, il faut l'entretenir, il faut la nourrir, il faut l'ajuster, il faut le désherber en permanence. Un compte ads, ça marche sur le même principe. Au vu des évolutions qu'on a très très régulièrement des différentes plateformes, il faut se tenir informé et il faut être prêt à agir rapidement pour pas dilapider son budget de façon permanente. Voilà. Et enfin, du coup, on arrive sur la fin de cette présentation. Donc, l'IA, comme vous l'avez compris, va transformer profondément la partie ad, que ce soit sur Google, sur Meta ou sur tous les autres supports. Cette révolution, donc c'est pas une menace, c'est une opportunité. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des emplacements supplémentaires qui vont arriver, il y a des possibilités supplémentaires qui sont en train d'être mis en place, notamment avec beaucoup plus de visuels, beaucoup plus de création possible, beaucoup plus de signaux disponibles.
Donc, c'est en combinant toutes ces techniques et en ayant une vision vraiment orientée résultat et orientée objectif de votre entreprise, vous allez pouvoir avancer et vous allez pouvoir justement prospérer malgré tout dans ce nouveau système. Voilà, piloté par et assisté par l'intelligence artificielle. Bon, Anthony, merci. À mon avis, tu départages ton écran. Allez. Et comme ça, on va pouvoir se voir avec les participants. C'est un peu emmerdant ce Teams où on ne se voit pas, où chacun a sa bulle. Faudra qu'on trouve une autre plateforme plus conviviale. Bon, on a eu quelques questions. Alors, j'ai fait 2 sondages pendant que tu parlais, Anthony. J'ai fait un sondage sur... Alors, il y a une seule personne qui a répondu. J'imagine que c'est Julien qui a dû y répondre. J'ai demandé, pour celles et ceux qui font des ads, Google Meta, est-ce que vous êtes satisfait ou pas du retour sur investissement? J'ai une seule réponse. Donc, et la réponse, c'est je ne suis pas satisfait. Donc, vu l'échantillon, on ne va même pas tirer de conclusion dessus. Mais, moi, c'est plutôt ce que j'ai tendance à entendre dans les boîtes que j'accompagne sur d'autres sujets. Je vois plutôt des déçus des ads que des gens qui sont contents de leur campagne. Donc, c'est plutôt ça. J'ai fait un deuxième sondage. Là aussi, il y a peu de réponses. Sur votre recours aux ads, donc voir un peu si vous faites du Google Ads, du Meta, ou si vous réfléchissez à en faire. Bon, on a 2 personnes qui font du Google Ads, 2 personnes qui font du Meta Ads, et 3 personnes qui réfléchissent. Après, on a eu des questions plus qualitatives. On va prendre celle de Yulen tout de suite. Avec les nouvelles normes RGPD mises en place ces dernières années, à quel point ça impacte la fiabilité des données fournies par Meta ou Google Ads? Car beaucoup de ventes et de trafic sont intraçables. Yulen travaille chez Gary, ils vendent des spiritueux en ligne et en ligne avec un réseau. Donc, grosse problématique de la data, GPD. Ouais, donc c'est vraiment une question. iPhone. On revient assez rapidement. Alors, il y a des solutions existent pour contourner, entre guillemets, ces restrictions, aussi bien de restrictions navigateur que les restrictions Google, de GNU et de consentement cookie. Il y a des solutions qui peuvent être mises en place. Nous, on avait estimé qu'on avait une perte, entre guillemets, de trafic, de visibilité, d'engagement de 30-40% par rapport au consentement. Il y a quand même une possibilité d'augmenter ce pourcentage, enfin de diminuer ce pourcentage et donc d'augmenter la visibilité des conversions avec un tracking poussé. Ok, Yulen complète, il vend des spiritueux. Il veut sponsoriser des. Oui, alors, une autre question. Yulen, merci d'avoir participé, tu es le seul, quasiment. Donc, mes produits sont non éligibles sur Google Shopping car c'est l'alcool. Cependant, quand je cherche un de mes produits sur Google, il apparaît chez un revendeur concurrent sur Google Shopping. Exemple, vous tapez cidre basque sur Google. Il a été refusé sur ma boutique, mais il est pourtant disponible avec Daily Drinks sur produits sponsorisés. Comment mettre mes produits sur Shopping, même si c'est l'alcool? Bah, c'est pas du tout trop le contexte, mais j'imagine que c'est. J'imagine qu'on soit. Alors, on a une régie qui peut être basée ailleurs, dans un autre pays, où les restrictions sont moins fortes, parce que Google, en fait, fait des restrictions par pays. Ou alors, on peut également demander des dérogations à Google. Et dans ce cas-là, il va analyser l'âge de la personne, de l'auditeur, enfin de l'utilisateur, pardon, et il va choisir de présenter ou pas l'annonce. Après, il y a aussi peut-être des choses à mettre en place sur le site
peut avoir des entrées autorisées plus de 18 ans, des vérifications d'identité, etc. avant d'entrer sur le site. Ça peut aussi être des critères Ce n'est pas ce qui n'est absolument pas imposé par la loi. Le barrage, l'age gate à l'entrée du site, ce n'est pas une obligation légale. Et décidément, Yulen, qui devrait plutôt vendre du jus de fruits, parce que je pense que le fond du problème que tu as, ça tourne autour de ça. Je souhaite sponsoriser des posts Instagram afin de booster l'engagement et d'autre part, avec un objectif de notoriété. Le problème est que quasiment aucune publication ne peut être boostée. C'est souvent écrit boost indisponible. Une erreur nous empêche de booster la publication, mais cela fait ça avec pratiquement tous les posts. Pas facile pour Yulen. Voilà, il faudra creuser, faudra aussi un petit peu ce qui a été l'existant, voir ce qui a été mis en place et essayer de solutionner le problème. Il doit y avoir un problème peut-être de paramétrage, d'autorisation ou autre, pour essayer de débloquer la situation. Après, il y a toujours des idées pour contourner, mais s'il y a un blocage quelque part, il faudrait déjà qu'on puisse analyser l'existant. Quand on vend de l'alcool, c'est dur. Quand on vend des couteaux, les couteliers basques, une belle boîte d'ici qui fait des couteaux, absolument pas des couteaux de guerre, ils ont des problèmes aussi sur Axe. Ouais. Et avec le jambon, il n'y a pas de problème. Sauf si c'est naturiste. Naturiste. Le jambon naturiste. Beaucoup de restrictions aussi sur. Le problème avec naturiste. C'est les problèmes. Ça rejoint un peu l'autorisation que Google peut donner à une photo en maillot de bain sur une annonce. Des fois, ça passe en restriction, des fois, ça passe pas. Les images floutées, ça passe pas. Voilà. Les restrictions Google varient selon les pays, selon le support de diffusion. Une autre question. Alors, j'y ai pré-répondu, mais la question, c'est une question de Christelle. Quel est le budget minimum pour une campagne performante? Et je lui ai répondu à Christelle, sacrée question. On va la poser à Anthony, mais j'imagine que ce sera dur de dire. Ça dépend de tellement de critères. Intensité concurrentielle, panier moyen, taux de conversion, l'autorité de la marque, l'autorité du produit, 3 petits points. Pas facile de répondre à ça. Entre autres, ouais, tout à fait. Il y a vraiment beaucoup de critères à prendre en compte. Donner un budget minimum, c'est compliqué parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on définisse l'objectif de cette campagne. Est-ce qu'elle est multicanaux? Est-ce qu'elle est quel est le message à faire passer? Est-ce qu'il y a des produits, quel est le service à mettre en avant? Il y a vraiment plein de choses à déterminer avant pour un budget. Pour vous donner une idée, un budget Google, c'est un budget journalier qui est quand même lié à une enchère et à un coût par clic. Il faut déterminer quel est le seuil minimum de clics à autoriser, à avoir pour qu'il y ait derrière des résultats. Ça va être plus facile si j'ai pas de concurrence sur le sujet. Ça va être plus facile. Disons qu'avec un budget équivalent, moins on a de concurrence et mieux c'est pour nous. Plus on sera visible et plus on pourra déclencher de clics avec un budget équivalent. Après, par rapport à nous, en tout cas, on n'a pas de budget minimum. On considère quand même que en dessous de 3 000 € de poche publicitaire, de budget média, c'est compliqué d'avoir du recul. Voilà. 3 000 €, tu vois, sur 6 mois à coût de 500 € par mois ou sur 3 mois à coût de 1 000 € par mois. Tu vois. Et, cette mise initiale pour avoir de la data, pour faire des campagnes optimales. Pour avoir assez de recul, on va dire, et c'est quand même le minimum. Souvent, c'est plutôt, on va dire, dans le budget média sur 6 mois ou sur un an, ça va plutôt être 6 000 €. Mais après, c'est des grandes généralités, ça dépend bien sûr de la verticale. Par exemple, une verticale qu'on connaît parfaitement qui est le camping. Vous savez qu'aujourd'hui, nous, on arrive à avoir un retour sur investissement, donc un ROAS de 11, c'est-à-dire pour 1 € investi, 11 € générés. Là, on maîtrise parfaitement, c'est des très bons ROAS, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres verticales. C'est pour ça que, en tout cas, on conseille toujours de le faire de manière progressive et voilà, un bon père de famille. Et c'est en tout cas
doser, voire faire le test pour après, une fois qu'on sait notre capacité à commercialiser, notre capacité parce que c'est vraiment un vrai indicateur. Si on n'arrive pas aujourd'hui à vendre avec des Google Ads, hormis la remise en question de comment on gère la régie, c'est derrière, peut-être qu'il y a d'autres éléments de blocage, de taux de conversion ou autre. Surtout que nous, pour reprendre le tourisme, on a beaucoup de clients dans la même logique. Si à un moment il y a un budget équivalent, on va avoir quelqu'un qui va être à 5, qui sont à peu près les minimums dans le tourisme, et d'autres qui sont à 27. Voilà, vraiment, est-ce que c'est le prix? Donc là, on va analyser tout le mix produit, c'est-à-dire le produit. Le produit, pour moi, il est mis en avant donc sur le site internet. Le prix, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment le mix produit et la distribution. Donc ça, on va annoncer, donc nous, se remettre en question sur comment on gère les budgets médias. Mais ça, c'est de la visibilité. Normalement, si on le gère bien, il y a du trafic. Si on a bien ciblé, il y a du trafic. Et derrière, à réfléchir si est-ce que le produit il est qualitatif, ou en tout cas s'il est bien mis en avant, mais tout produit doit avoir son marché. C'est juste que si le produit ne convertit pas, c'est qu'il ne doit pas être au bon prix. Donc ça, c'est un sujet aussi où nous, on va avoir cette analyse-là. Les revenus managers, on va pouvoir les challenger. On ne fait pas de l'adaptation de prix, mais en tout cas, c'est un vrai sujet qui est vraiment intéressant à creuser tout le parcours client pour avoir un retour là-dessus. Une question de Jean-Michel. Mais à la limite, la technique le permet. Jean-Michel, si tu veux poser ta question, ça ne sera pas plus mal, vraiment à l'oral. Tu ouvres ton micro et éventuellement ta caméra, et tu nous poses la question directe. Ce sera mieux que plutôt que je le lise. Non? Oui, bonjour. Vous m'entendez, c'est bon? Nickel, oui. Bon. Oui, alors nous vendons des meubles. Des Ok. meubles, on va dire, de milieu de gamme. Et nous avons des budgets très limités, on n'est pas riches, on les s'en fout. Pour l'instant. La question est, quand on fait une campagne, on fait actuellement une campagne Ads et Performance Max, est-ce qu'il vaut mieux se cantonner à une catégorie de produits, avoir une gamme de produits, ou essayer, entre guillemets, de ratisser plus large et promouvoir, avoir une campagne qui va un peu parler, citer tous les produits de la boutique, tous les produits, ou au moins toutes les catégories de la boutique. Voilà la question. Alors, sur la stratégie, moi, je dirais que mise en avant 2-3 produits phares, ce serait un bon point de départ. En général, on essaye vraiment d'attirer le visiteur avec vos produits à plus grande notoriété. Voilà. Et ceux qui marchent le mieux, ça permet du coup d'avoir une audience qualifiée qui après peut se décliner sur d'autres produits. D'accord. Voilà. L'idée, c'est vraiment déjà dans un premier temps de mettre en avant effectivement vos produits, votre top 3, votre top 5, votre top 10, suivant le volume que vous avez de produits. Mais voilà, l'idée, c'est ça, oui. Tu risques pas de passer à côté de pépites qui marcheraient sur le web, mais qu'on n'a pas encore testé, c'est-à-dire à te limiter déjà aux produits qui font le job dans une optique de réseau de distribution ou autre. Peut-être que tes produits web sont différents, non? C'est pas le risque un peu? Alors, ça peut être un risque, mais il y a une étude, enfin, moi je ferai une étude au préalable, justement, d'intention de recherche sur cette typologie de produit. Je commencerai par là. Après, c'est des articles de niche, il y a il y aurait peut-être moins de place, moins de pertinence à se positionner. Il faudrait. Ouais, dire comme ça, ce serait un peu prématuré parce qu'il faut vraiment une analyse derrière. Vraiment une analyse produit au préalable. Oui, ça passe par une étude de mots-clés parce qu'on parle de inbound, outbound aussi. C'est vrai qu'il y a des produits qui sont sujets à l'inbound parce qu'il y a une demande latente avec des mots-clés. Donc, bien sûr, on n'a pas parlé parce qu'il y a un peu été le sujet principal, mais d'abord, c'est de voir vraiment avec des outils d'étude de mots-clés, voir la demande inhérente. Et après, il y a des produits qu'il va falloir push, donc ce qu'on appelle donc pousser la suggestion parce que c'est des choses qui sont peut-être tôt dans la maturité, donc il faut évangéliser le produit et après, une fois qu'il a pris connaissance, donc ce qu'on appelle l'awareness,
Après, on le fait descendre pour qu'il passe à l'acte d'achat. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment des études selon le typologie de produit, l'étude des mots-clés, et selon ça, on va accentuer le funnel à tel ou tel niveau, qu'il aille de gauche à droite ou du haut vers le bas. Mais la question de Jean-Michel, en fait, enfin, tu as répondu clairement. On est dans une optique de budget contraint, on va dire. Hein. On n'est pas open bar avec le budget idéal qui permet de tester tous les produits. Il vaut mieux se concentrer sur certains produits et en tirer des conclusions et voir la suite, quoi. Voilà. Okay. Et ça match avec une question de Loïc. Donc, il y a une étude en amont. 3 petits points. Donc, oui, il y a une étude en amont. C'est même peut-être l'essentiel, et c'est peut-être ce que vous découvrez avec la présentation d'aujourd'hui, c'est que l'intelligence, l'analyse des flux, tout ça, enfin, c'est essentiel. C'est ça qui va faire la performance de vos campagnes. Et donc, la question de Loïc, c'est quel en est le coût? Le coût de l'étude. Le coût de l'étude. Et là, tu vas dire aussi, ça dépend. Alors, nous, très simplement, sur les coûts de Geektonic, pas là pour faire du business là-dessus, mais bon, voilà, si vous le parlez, il y a les budgets médias, et nous, on veut toujours que ce soit les budgets annonceurs soient gérés, parce que c'est la boîte noire, c'est pareil, on s'est battu contre la boîte noire de Google sur Performance Max, qui maintenant est beaucoup moins une boîte noire, donc on est vraiment ravis. Mais la boîte noire aussi du média buyer, donc l'acheteur média, qui fait sa sauce un peu comme un génie et on n'a pas de lisibilité. Ça, pour moi, c'est révolu. Pour nous, c'est révolu. Donc, il y a vraiment c'est votre régie publicitaire, vos régies, et vous annoncez, vous payez les budgets. Et nous, on a des frais de gestion. On est bon, on y va. On n'est plus bon, vous gardez votre régie. Et puis, voilà. Et ça, voilà, ça va si vous voulez, de 10 à 20% des budgets engagés. Et il y a au début 0, hein, l'étude est gratuite. Mais après, sinon, il y a un budget de paramétrage qui varie selon le nombre de grades de mots-clés et de groupes d'annonces qu'il va falloir aller cibler, des audiences. Donc voilà, il y a un budget de paramétrage qui est à peu près 20 € la grade de mots-clés qu'on va cibler. Voilà, c'est à peu près ça l'ordre de grandeur, et sinon, c'est un budget proportionnel au budget média qu'on va nous facturer de 10 à 20% des frais engagés auprès de la régie. Okay. Et 0 au départ, l'étude de mots-clés gratuite. Bien. Et l'audit aussi. Question de Pascal. Est-ce que la planification des mots-clés... Pascal, je la lis, sauf que tu veux peut-être la dire toi-même. Pascal B. Sur la planification des mots-clés dans outils. Pascal est toujours là. Pascal B. Ah, Pascal B, c'est peut-être absenté, mais on va la lire quand même. Hein. La planification des mots-clés dans outils. Non, c'est bon. Pas de micro, ok. Est-ce que la planification des mots-clés dans outils pourrait permettre d'avoir une visibilité sur le potentiel d'un produit? Tu dis bien quoi? Oui, la planification des mots-clés, oui, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans le quotidien, vérifier les volumes ou les mots-clés potentiellement qui peuvent émerger. Ça, nous, on l'utilise quasiment pas. On a vraiment des choses qui sont beaucoup plus poussées en termes d'analyse. Là, ça va vraiment ça va être un support léger support, mais c'est une aide à la décision. Voilà, c'est un aide à la décision. On peut quand même s'y fier, même si c'est pas complet à la fois. Voilà. Ok, une autre question de Fred. J'ai un budget de temps, 1000 € par mois. Comment je le distribue entre Google et Meta? Alors ça, je vends du jambon. Voilà, je vends du jambon et on va dire j'ai un budget de 1000 balles par mois. Alors aujourd'hui, ça dépend en effet du niveau du type de produit qu'on va vendre. Si c'est un produit où il y a de l'inbound, on l'a vu, le spécialiste du search et donc de l'inbound, c'est quand même aujourd'hui Google. Donc c'est vrai nous on préfère aller d'abord sur du Google. Et s'il faut faire de l'awareness, de la sensibilisation aujourd'hui, et c'est moins héroïste, c'est-à-dire moins autour sur l'investissement, sur la partie méta,
mais il y a des produits ou des marchés qu'il faut ouvrir, qu'il faut évangéliser. Et donc là, on va aller plutôt sur les marchés comme Meta. Mais c'est vrai que s'il y a des mots-clés avec de la demande inhérente, on va plutôt d'abord aller sur du bas de tunnel. Vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Hein. Si vous avez un besoin très clair en conversion, que vous n'avez peut-être pas les moyens d'avoir un gros budget qui vous permet de faire de la notoriété, c'est peut-être plutôt Google en priorité. Là où je vois beaucoup de boîtes qui vont plutôt se réfugier dans Meta et en l'occurrence Insta, et qui sont souvent déçus. Oui. Mais peut-être qu'elles attendent d'Insta des choses pour lesquelles il n'est pas complètement fait. On va pas nécessairement dans Insta pour aller acheter en direct. Les gens, quand ils vont dans Insta, ils y vont pour scroller des vidéos, ils sont cool là-dedans. Et vous n'aurez pas la conversion que vous aurez chez Google. Google, il permet de choper des intentionnistes, des gens qui sont dans une intention d'achat. On ne va pas dans Google pour se délasser à regarder des vidéos, on y va, entre guillemets, pour acheter des trucs. Quoi. Et donc les intentionnistes, on les attrape dans Google. Dans Insta, je vais grossir le trait, mais il faut avoir les reins un peu plus solides, être capable de dédier du budget à se rendre visible, à ce que des gens vous aiment. Et le jour où ces gens qui vous aiment, avec tous les guillemets qu'on peut y mettre, auront envie, besoin de s'acheter un produit, peut-être qu'ils penseront à vous. C'est comme ça qu'il faut voir les réseaux sociaux. On y va trop souvent en tant qu'entreprise avec un objectif héroïste et on se plante un peu. C'est ça. Donc tu me rejoins sur ce sujet. Tout à fait. Comme la radio. La radio, la télé, voilà, aujourd'hui, quand on y va, on est convaincu qu'il faut faire de la marque, de la notoriété, pour faire rentrer les gens dans notre tunnel à nous, dans notre écosystème. Et c'est vrai que si on veut avoir quelque chose de vraiment héroïste, aujourd'hui, Google a des bons, on peut bien tracer. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Après, voilà, s'il faut aller chercher plus loin, on y va. Et notamment avec Performance Max, qui aujourd'hui permet aussi de faire du haut tunnel. C'est aussi qui est intéressant. Autre question. Quelle est l'importance de la qualité des visuels dans une campagne Perf Max? Question de Jean-Michel. C'est un critère d'algorithme, hein, pour la qualité des signaux enregistrés par l'algorithme. Il faut que les visuels soient de qualité également. C'est les nouveaux critères. Enfin, l'algorithme, j'ai mis en première slide de présentation. Maintenant, on est sur l'expérience utilisateur, ce qui inclut avoir des visuels propres. Il y a une petite approche qu'on dit, c'est le SDDC. Je vois sur un site internet, quand on fait des vidéos, quand on fait des photos, quand on fait un visuel, c'est séduction, description, différenciation. C'est vrai que c'est vraiment important qu'un visuel, si on peut sur un seul, c'est un concept qu'on a créé. Alors, conversion sur un site internet, il faut qu'il soit SDD et mon obsession. Et le SDDC, si vous voulez, c'est un framework qu'on appelle, c'est un concept qu'on a créé chez Yves qui est toute action de visuel réfléchissez s'il séduit, s'il décrit, s'il montre votre différenciation, s'il appelle à l'action. Et à chaque fois, une vidéo, vous posez cette question-là. Est-ce que j'ai fini ma vidéo, j'ai été séduit, j'ai eu de l'émotion, ça c'est un enjeu majeur pour vendre, j'ai compris la topologie de mon micro, est-ce que ma photo a un angle où je vois assez bien le micro, est-ce qu'il y a une personne qui montre un peu en action parce qu'on vend de la finalité et de l'expérience plus qu'un produit en soi, et est-ce que je montre la différence par rapport aux autres. Voilà. C'est essayer d'avoir toujours le SDDC, SDD en réflexion, et c'est vraiment un sujet qui s'applique partout. Une dernière question? Bon, vous êtes donc tous pressés d'aller à la plage. Donc, je vous répète, le 4 décembre, 4 ou 5 décembre, le vendredi matin, entre 10h et 12h30 à la CCI, on fera le premier Ads Labs, premier d'une longue série. On en fera à peu près tous les 3 mois. Donc, on prendra une entreprise ou deux, ça reste à Calais, maximum 2 entreprises, donc des entreprises volontaires. Et l'équipe de Geektonic préparera ce que pourrait être sa stratégie Ads sur Google et sur Meta. Alors, si vous avez bien suivi aujourd'hui, il leur manquera bien entendu un truc fondamental, c'est la data.
c'est grâce à la data qu'on peut vraiment bien sentir les campagnes, comment les formater, et ainsi de suite. Donc il n'y aura pas. Mais ils essaieront quand même de dresser un peu le portrait de ce que pourrait être une bonne stratégie ads pour ces entreprises. Que ces entreprises fassent des ads ou n'en fassent pas. Donc voilà, ça sera le 4 décembre. Même si il y a la data, il y a le bon sens marketing, et souvent Ça te rejoint? oui, ça se rejoint, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, on complexe et aujourd'hui se réapproprier et essayer d'être empathique, c'est la psychologie du marketing, et se mettre tout le monde, et c'est un peu ça aussi qu'on veut faciliter, si tout le monde peut se mettre à la place de son consommateur, ne serait-ce que pour la conversion. Et ça, tout ça, c'est logique. On parle de mots barbares, IMAX, et d'ailleurs, c'était assez technique la formation aujourd'hui, donc on s'en excuse pour ceux où c'était trop technique, et sachant qu'on veut quand même faciliter, et aujourd'hui, voilà, c'est se mettre à la place du consommateur, c'est important. Des fois, c'est bien de le répéter, mais on va peut-être finir là-dessus. Se mettre bêtement avec le bon sens que vous pouvez avoir, votre compréhension de la psychologie de vos clients, se mettre simplement à leur place, ça permet d'éviter des erreurs. Moi, j'ai souvenir, alors je ne citerai pas cette marque, qui est très connue, c'est une marque qui fait du linge basse ici, je ne vais pas la citer, et le patron, il y a une dizaine d'années, il vient me voir, il était très mécontent de ses campagnes qui convergeaient vers son site e-commerce, donc de vente de linge basque. Et je pense que c'est la marque de linge basque qui est la plus chère. Et il faisait des campagnes qui, à mon sens, ouvraient grand les bras. En gros, on ne sentait pas que c'était une marque très chère. Et moi, je me suis mis à la place des gens qui cliquaient sur ces campagnes, voulant acheter du linge basque, et qui arrivaient sur son site, et là, qui voyaient les prix. Où les prix, c'est 5-6 fois plus cher que ses concurrents les plus bas. Et pour un truc qui est pas... la différence, on ne la voit pas quand on n'a pas le tissu entre les mains. Et en fait, il achetait plein de clics, hein, il convertissait absolument pas, mais il achetait plein de clics de gens qui cherchaient du linge basque, mais qui n'avaient absolument pas les moyens d'acheter ce qu'il vend. Et moi, mon conseil, avec le peu d'expertise que j'ai, c'est, je lui ai surtout dit, arrête, ça sert à rien ton truc. Et donc, revois ton modèle et une autre gamme, ou essaie d'avoir des annonces qui n'ouvrent pas grand les bras, qui au contraire font peur. Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie d'avoir des annonces qui font peur, mais c'était une vraie problématique qu'il avait, et avec du bon sens, il aurait pu s'éviter beaucoup de dépenses. Et je vais vous citer une autre anecdote que j'ai eue il y a pas mal d'années aussi, avec en B2B, une boîte qui est sur Mouguer, qui a un marché national, qui vend quelque chose, je ne vous dirai pas quoi. Et je vais voir le patron, il m'explique un peu ce qu'il fait en digital. Il me dit, ouais, je fais des ads, je dépense 2000 balles par mois, donc ok, 25 000 par an, d'accord, ok. Et donc il me donne plein d'infos, et puis il me donne son analytics. Et à une époque où Analytics traçait mieux que maintenant. Et je vais voir sur son Analytics, il faisait, si je me souviens bien, de tracer 5 000 € de chiffre avec ses ads, alors qu'il en dépensait 25. Alors, je veux bien que Analytics ne trace pas tout, mais ça faisait des années qu'il faisait ça. Alors qu'il y avait clairement un problème. Et il avait l'Analytics, c'est lui qui m'a donné l'accès à Analytics, il avait l'information sur les 25K dépensés tous les ans. Et il n'a pas été foutu d'aller mettre la tête dans son analytics, quoi. Donc une fois de plus, la data, là, c'est vraiment sous un langue très light, mais c'est la data qui va faire la performance de ce que vous ferez, quoi, ou la non-performance. Donc ouais, c'est un truc de data, quoi. Ouais, bien sûr. Putain, moi qui croyais que faire de la pub, c'est un truc de graphiste, de publicitaire, j'avais pas compris que c'était un truc de matheux, quoi. Algorithmique, c'est vrai aujourd'hui. C'est des maths. Mais le post-clic est important avec le bon sens. Ouais, clairement. C'est un tout. Donc, Bon, monsieur Dame, il n'y a pas d'autres questions a priori. Il n'y a pas d'autres questions. On se revoit le 5 décembre, je vais regarder. Donc le 5 décembre, donc mise en pratique sur des cas concrets. Et avant, on aura alors là, j'ai peu de webinaires conférences là. Le prochain, c'est le 21 novembre, où on va parler de GEO.
le SEO appliqué à l'IA. Et ce sera au format webinaire aussi. Un des sujets, enfin, sujet cœur du moment, quoi, le GEO. Messieurs, dames, il est temps d'aller à la plage, il fait beau. Et on se revoit bientôt. Vous recevrez les slides d'Anthony et le lien replay donc cet après-midi, si vous voulez réécouter des petits trucs. Et l'équipe de Geektonic se tient à votre disposition si vous voulez passer des caps. Parce que peut-être que vous avez réalisé aujourd'hui que faire de la pub, c'est plus compliqué que d'aller booster un post, quoi. Il y a un potentiel énorme. Si vous ne faites dans Meta que booster des posts, c'est bien, c'est déjà un bon début. Mais peut-être que c'est à cause de ça que vous êtes déçu. Parce que vous ne faites que booster un post et que vous n'êtes pas dans cette analyse des flux et de la performance un peu occulte ou non-performance de votre campagne. Messieurs, dames, portez-vous bien et à très bientôt dans nos webinaires. Merci. Et n'oubliez pas de vous déconnecter du Teams, sinon il y a plein de gens qui vont vous voir aujourd'hui. Allez, ciao tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.